5e et dernier numéro de cette série de RCJ Midi consacrée aujourd'hui à la 3e génération du Veldiv, 80 ans après la rafle. J'accueille Nathalie Zaj, maître de conférence en psychologie à l'université Paris 8 Saint-Denis, spécialiste des enfants cachés également de cette 3e génération. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio que vous connaissez bien. Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous connaissez bien ce studio. Et puis, nos invités témoins, Jérémy Tourza. Bonjour. Bonjour. Votre grand-père a été raflé en juillet 42. Votre famille, votre grand-père a survécu et toute votre famille, justement, a été raflée en juillet 42. Vous avez participé au collage d'une plaque éphémère pour rappeler sa mémoire. On en parle dans un instant avec vous. Et puis, nous sommes aussi avec Émile Trottignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit-fils de l'historienne Annette Vivorka, spécialiste de la Shoah, dont une partie de la famille a été décimée à Auschwitz. Et vous nous parlerez de votre histoire familiale et de la manière dont vous la portez aujourd'hui, dont vous l'avez découverte et redécouverte. Je me tourne vers vous, Samuel Lejoyeux. Alors, parmi les missions de l'UEJF, il y a le fait de perpétuer la mémoire de la Shoah. Tout d'abord, avant de parler de ces collages, comment ça se passe avec les étudiants qui, année après année, arrivent dans votre association avec cette histoire ? Alors déjà, il y a en réalité à l'UEJF, et j'ai envie de dire, comme dans tous les combats, les histoires et les mémoires et les héritages individuels qui finalement se mêlent dans une sorte d'héritage collectif. L'héritage collectif, déjà, c'est celui de l'UEJF en tant que tel, qui est né en 1944 dans le Maquis toulousain, créé par des résistants juifs, et avec comme premier objectif, et je crois que cette phrase, tous les militants de l'UEJF ont entendu, c'était au départ de permettre d'intégrer justement les rescapés des camps dans la société française. Donc j'ai envie de dire que chaque militant à l'UEJF qui arrive, il y en a qui arrivent effectivement avec une sorte de bagage familial, de volonté, qui sont transportés par cette volonté de transmettre leur histoire familiale via les différentes actions de l'UEJF. Mais il y a surtout cette idée que chacun, en tant qu'étudiant juif, et particulièrement en tant que militant de l'UEJF, on est aussi les héritiers des fondateurs de l'UEJF, tout simplement. Alors, l'UEJF sait intervenir dans le débat national à travers des actions choc. Alors, racontez-nous cette action de collage. C'était en janvier 2021, la première action concernant la Shoah. Absolument, sous le mandat de ma prédécesseur Noémie Madar. Comment cette action, on l'a réfléchie, on l'a pensée. C'était vraiment l'idée il fallait essayer de remettre les faits, de remettre une sorte de réalité au cœur de la transmission. Rappelez que c'est pas simplement évidemment des chiffres, c'est pas simplement une théorie, ce sont des faits, c'est une succession finalement de crimes individuels qui se font en un crime global, et comment on pouvait faire pour que la population en général puisse prendre conscience de ces faits terribles. Et ben en fait, on s'est rendu compte que on a visité donc le site internet des Klarsfeld, où il y a cette carte interactive avec des points à chaque endroit où il y a eu des enfants raflés pendant la guerre. Et on s'est dit, mais cette carte-là, c'est un outil extraordinaire. En réalité, on a eu tous ce réflexe de taper notre adresse, en fait, pour voir s'il y avait eu des enfants raflés à notre adresse, à celle de nos amis, au bureau de l'UEJF, un peu partout. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rappeler aux gens, ça s'est passé en bas de chez vous, entre guillemets. Et donc, après, il y a eu évidemment la phase de mise en place de cette action, qui a été aussi une action, et ça je crois que c'est assez extraordinaire aussi, où on a mobilisé vraiment des centaines d'étudiants, puisque ça a été 2 week-ends entiers, ça a été une préparation évidemment énorme, et voilà des centaines d'affiches qui ont été collées dans tout Paris, puis ensuite à Nice, à Lyon, à Aubervilliers et au Lilas, parce qu'on l'a décliné ensuite dans plusieurs villes, et voilà, avec tout d'un coup des gens qui se retrouvaient en face de l'horreur qui s'était déroulée chez eux, parce que c'est ça, la Shoah, c'est quelque chose d'extraordinairement palpable et factuel. Alors, Jérémy Tourza, vous avez participé donc à ces collages. Vous vous êtes rendu rue Popincourt dans le 11e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre famille qui est donc malheureusement liée directement à cette rafle du Veldiv ?
Du côté de ma mère, on est d'origine turque, juif turc, et beaucoup de juifs grecs et turcs se sont installés sur Paris dans les années 20-30. Et c'est le cas de la famille, du côté de ma grand-mère et du côté de mon grand-père maternel. Et bien, l'histoire de mon grand-père, c'est simple. Il avait 7 ans. Ça faisait seulement quelques années que ses parents et ses 4 grandes sœurs s'étaient installés sur Paris. Et pendant la guerre, lui a été caché dans les Eglisottes avec sa plus jeune grande sœur et le reste de sa famille. Son père, sa mère et ses 3 autres grandes sœurs ont été raflés pendant la rafle du Veldiv. Alors, quand on vous a proposé cette action, qu'est-ce que ça vous a fait de retourner sur les traces de votre famille et d'y mettre cette plaque éphémère, hein, puisque c'est un morceau de papier, mais symboliquement très fort. Cette histoire, au final, comme mon grand-père était très jeune, quand ses parents ont disparu, en fait, on a très peu d'infos. J'ai très peu de choses sur comment ça se passait, la vie à Izmir, ou d'où il venait. Lui-même avait très peu de souvenirs de son père, de sa mère, ou de ses sœurs. Et c'était un moyen, en fait, de récupérer quelques pièces du puzzle, en fait. Parce que rien que cette rue, cette adresse, vous ne la connaissiez pas avant. Non, ouais. Mes grands-parents la connaissaient. Mais c'est vrai qu'on avait beau en parler et j'avais beau connaître leur histoire, cette adresse, je la connaissais pas. Et du coup, quand Samuel a parlé de ce site où on pouvait voir la liste de tous les enfants qui ont été déportés, moi, le premier effet que j'ai eu, c'est de taper le nom de mon grand-père. Et de tomber sur ces noms comme ça, de découvrir cette rue, et ensuite d'y aller et d'accrocher cette pancarte, c'était extrêmement fort. C'était un moyen, en fait, presque tactile d'accéder un peu à un bout de mon histoire, à un bout de son histoire. Et au final, dont j'ai aucune bribe, en fait. Est-ce que ça a été une manière de vous connecter, ou en tout cas d'aller plus loin dans votre connaissance de votre propre histoire ? Ouais, clairement. En fait, c'est pouvoir mettre des lieux. Souvent, les grands-parents racontent les lieux où ils ont grandi, ou de souvenirs, d'odeurs, de bruits, etc. Là, il y avait quelque chose de vraiment palpable. J'y suis allé encore il y a peu de temps. Il y a la porte, il y a tout ça. Je peux imaginer comment était la vie là-bas à cette époque. C'est comme un témoignage de comment était la vie à l'époque, malgré le fait que en fait, j'ai très peu d'infos sur comment était vraiment la vie là-bas, quoi. Alors Nathalie Zajde, vous dirigez donc la cellule psychologique dédiée aux survivants de la Shoah, du centre Georges Devereux. Vous organisez depuis plus de 30 ans des groupes de parole. Vous avez suivi plus de 2000 personnes en tout. Vous avez également publié Enfants de survivants aux éditions Odile Jacob, c'était en 1995. Livre sur la manière dont le poids de la Shoah se transmet, notamment de génération en génération, jusqu'à la 3e génération. Qu'est-ce qu'apporte à cette 3e génération cette reconnaissance à leur histoire? Jérémy parlait d'un puzzle à reconstituer. Effectivement, je crois que d'abord, il y a une première chose à dire, c'est que dans la tradition juive, c'est très important la transmission. Je veux dire, on parle de la transmission de génération en génération, d'or va d'or, à l'occasion des grandes fêtes, hein, et notamment à l'occasion de Pessah. Et donc, il n'y a pas que chez les Juifs, bien évidemment. C'est dans toutes les cultures, on transmet l'identité, mais chez les Juifs, on va dire que nous, on a l'habitude de dénoncer clairement la règle de la transmission, comment on transmet. Quelles sont les conditions pour transmettre? Il faut que les parents soient juifs, qu'ils aient des enfants qu'ils élèvent dans la tradition, qu'ils leur apprennent à être juifs. Et ça, Et puis, il y a des grands événements dans la vie des juifs qui sont des événements très, très anciens. Et comment on est juif? Eh bien, parce qu'on hérite à la fois de ces événements et aussi de la compréhension, de l'interprétation, de la discussion et des prières liées à ces événements. Or, la Shoah est évidemment, est un grand événement qui concerne une grande partie des Juifs dans le monde vivant à l'époque dans les années 30 et 40, et qui, au fond, au regard de l'histoire des Juifs, est encore très, très, très récent.
on ne sait, c'est un grand drame. Alors, les Juifs ont connu des grands drames, et si on parle de Pessah, par exemple, il y a un moment de Pessah, c'est un grand drame. Après, il y a un épisode où le peuple est sauvé, mais ça commence par quand même un événement terrible. Et là, on se dit, c'est un grand drame, la Shoah, c'est très récent. Et je crois que le témoignage de Samuel et de Jérémie à l'occasion de cette action qu'ils ont menée, de poster des petites affiches, en fait, des affiches sur les murs de là où les immeubles, pour rappeler que là, à cet endroit-là, il y a eu des personnes, telle personne, tel enfant, qui a été raflé. Cette action me semble être une action qui participe de la construction des données qui vont permettre aux Juifs de comprendre un jour ce qui s'est passé, et puis, de l'interpréter. De sorte que cet immense drame, cette horreur vécue en masse, voulue par les agresseurs, par les bourreaux, par les nazis, et bien que finalement, un jour viendra où les Juifs récupéreront pour eux-mêmes cet événement, en feront quelque chose, et on sortira du statut de victime et du statut de martyr pour dire, en fait, c'est une affaire qui nous concerne et qui nous a appris quelque chose sur nous et sur le monde. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On a besoin de recueillir. Alors, les historiens sont très importants, les témoins vivants sont très importants, et tout ce qu'on peut récupérer d'informations de mise en place des données pour continuer à penser, eh bien, évidemment, c'est très important. Et c'est à ça que me fait penser l'action dont témoignent aujourd'hui Samuel et Jérémie. Alors également autour de la table, Émile Trottignon, vous avez 22 ans, vous êtes donc le petit-fils de l'historienne Annette Viorca, que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien aussi sur RCJ. Les grands-parents de votre grand-mère sont morts à Auschwitz. C'est une histoire qui n'a jamais été taboue, qui a toujours fait partie finalement de votre histoire. Racontez-nous. Et effectivement, je pense que je pourrais pas dire quand on m'en a parlé. Je pense que j'étais à l'école primaire, mais donc, autant que je me souvienne, c'est des choses que j'ai su. Et alors peut-être pour parler de l'histoire en elle-même, mon arrière-grand-mère a été réfugiée en zone libre à Grenoble pendant la guerre. Elle était de Paris, elle habitait à Paris. Donc, il y a un moment où elle a dû s'échapper de Paris pour aller à Grenoble. Et sur le chemin, il y a sa mère qui s'est malheureusement noyée dans une rivière, je ne me rappelle plus laquelle, qui faisait qui faisait la frontière entre la zone libre et la zone occupée. Et son mari, qui est donc mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, lui, il était réfugié en Suisse. Je connais moins l'histoire de sa famille, et ses parents à lui... qui ont été déportés à Auschwitz. Alors vous dites que cette histoire n'a jamais été un tabou dans la famille, on en a toujours plus ou moins parlé. Vous ne pouvez pas nous dire finalement de quand date le moment où vous en a parlé, mais il y a quand même un tournant quand vous êtes en quatrième. Votre grand-mère, qui est une des plus grandes spécialistes de l'histoire de la Shoah, vous emmène visiter le camp d'Auschwitz pour un film, et là vous vous plongez, vous allez un peu plus loin dans la connaissance de votre histoire. Oui, effectivement. À ce moment-là, j'ai aussi lu les mémoires de mon arrière-grand-oncle, qui était donc le frère de mon arrière-grand-mère, qui lui a été réfugié, caché à Grenoble, Nice, mais qui a fini par se faire déporter par les Allemands, qui a survécu à Auschwitz et qui a écrit un livre où il raconte toute sa vie, donc y compris Auschwitz, mais enfin son enfance et sa carrière. Roger Perelman. Roger Perelman, oui, sa carrière de médecin après. Effectivement, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à Auschwitz. Alors, qu'est-ce que vous avez appris justement sur votre propre histoire dans ce livre ? Alors, j'ai appris différentes choses sur son enfance à Paris. Il raconte des choses sur, par exemple, les clubs sportifs juifs.
C'est un peu la même chose, quoi. C'est cette histoire de vie juive qui a pu exister avant la Shoah, qu'on n'imagine pas forcément. Notamment, je me rappelle très bien dedans, il raconte qu'il avait un ami communiste encarté au parti et qui justifiait beaucoup le pacte. Le pacte avec l'Allemagne nazie, et en l'écrivant, enfin, il s'en rappelle en rigolant, quoi, qui trouvait qu'il faisait des espèces de gymnastique. Ça a apporté de la nuance, finalement, de se plonger dans le texte. Ouais, bien sûr. Et puis aussi, c'est des lieux que je connais, en fait. C'est-à-dire qu'il raconte avec ses amis les endroits où il jouait. En fait, j'habite dans ce quartier aujourd'hui. C'est-à-dire que j'habite dans la rue où il y avait l'école maternelle de mon arrière-grand-mère. Et il raconte, il dit on allait jouer à tel jeu, à tel endroit, machin, donc ça rend le truc très réel pour moi. On revient, Nathalie, à l'importance du lieu et des lieux. Et je crois que ce qui... moi, il me semble deviner votre préoccupation, Rudy. C'est-à-dire que sur la question de la parole aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, dans les milieux psy, qu'il fallait parler, parce que de parler, c'était important, et de ne pas parler de la Shoah, de ne pas dire que les survivants n'aient pas raconté à leurs enfants ou leurs petits-enfants ce qu'ils avaient vécu, participait de la transmission du malaise, de l'angoisse, du traumatisme en quelque sorte. Et au fond, on s'aperçoit que finalement, la question de la parole, en fait, c'est un faux problème. C'est un problème de psy, un problème artificiel, en fait. Parce que on a constaté que il y avait des familles dans lesquelles on ne parlait pas du tout. Et les enfants de survivants se sentaient pas bien du tout. Enfin, certains présentaient des troubles, ce qu'on appelle des névroses ou même de la psychose. Et puis il y avait des familles où on parlait beaucoup, où on racontait, on n'avait pas de tabou en quelque sorte. Et les enfants des survivants étaient tout aussi névrosés ou tout aussi psychotiques. Au fond, cette histoire de parler, de raconter, de savoir, ça change rien. Enfin, ça change rien en termes psy. C'est-à-dire que le problème de la Shoah, c'est pas de parler ou de ne pas en parler. Le problème de la Shoah, c'est la Shoah. C'est-à-dire, alors si je dois définir quel est le problème, pour les psys en tout cas, de la Shoah, c'est d'une part la destruction du monde juif qui a fonctionné. C'est-à-dire, il n'y a plus de villages juifs, il n'y a plus de communauté juive de Corfou, il n'y a plus de communauté juive en Grèce, en Bulgarie, en Pologne, en Allemagne, en Russie, plus nulle part. Les Juifs ont disparu en tant que communauté. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la masse des morts juifs, enfin des personnes vivantes juives qu'on a empêché de vivre, mais qu'on a empêché aussi de mourir en quelque sorte, puisque ces juifs-là ne sont pas morts en tant que juifs. C'est-à-dire, en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas vraiment morts. Alors, ils sont plus vivants, mais ils n'ont pas eu leur kaddish, ils n'ont pas eu leur sépulture. Et c'est des familles de survivants, c'est très peu de personnes, on vient de l'évoquer, il y en a beaucoup de morts, peu de vivants, et des vivants qui sont entourés par des absences, par des fantômes, par des morts en errance, quoi. Et ça a été, et c'est ça le grand drame des survivants après et des descendants de survivants qui héritent d'une situation, plus que dramatique, terrifiante, horrible. Alors vous avez pu l'un et l'autre poser des questions à des membres de votre famille, Jérémy. Oui, mais pour rebondir avec ce que vous disiez, en plus de la disparition des individus, de la population, il y a aussi la destruction des traces, en fait. Parce qu'il y a... Enfin, sur toutes ces familles, moi, si je prends par exemple sur ma famille, la famille de mon grand-père, j'ai l'équivalent de 2 photos et une poupée. C'est tout. J'ai une photo de mon arrière-grand-père déguisé avec un fez en habit turc. Ça se trouve, on n'a même pas le contexte. Si ça se trouve, ça devait être peut-être pour la fête de Pourim. Et on a une photo des 2 sœurs de mon grand-père, mais on n'a jamais su vraiment qui était qui. Et c'est tout. C'est la seule trace que j'ai. Mais il y a aussi la parole de votre grand-père. Et j'ai sa parole, mais il était jeune. Il avait seulement 7 ans quand il a été caché.
Donc, ce sont des bribes. Ce sont des bribes. La majorité des histoires que j'avais sur sa famille, ça venait plutôt de ma grand-mère, qui, elle, avait récupéré ces infos de ses parents, parce que leurs parents mutuels se connaissaient à Izmir, en Turquie. Ils connaissaient les familles. C'est d'ailleurs comme ça, en fait, que ma grand-mère a rencontré mon grand-père, parce que lui, il faisait son armée à Lyon. Il est remonté à Paris. Il n'avait pas une thune. Il est venu s'installer chez la famille de ma grand-mère, parce qu'il n'avait pas le choix. Il cherchait un petit boulot, etc. Et c'est comme ça, en fait, que tout le reste, mon grand-père, il avait une vision très idéalisée de mon grand-père. Il disait tout le temps que moi, en plus, j'étais le premier garçon de la famille. Du coup, j'aurais été incroyablement choyé, etc. Et il avait cette image un peu idéalisée d'un petit garçon qu'il avait de ses parents. Il disait qu'il était très religieux. Ma grand-mère disait que ça se trouve pas du tout en vrai. Mais c'est toujours... c'est devenu une image. C'est devenu une image, c'est devenu un super-héros. C'est devenu... Et vous devez faire avec ça, finalement. C'est ça. Pour reconstituer ce puzzle dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Je prends tout, en fait. Je prends l'image fantasmée et en même temps ce côté un peu plus réaliste. Et j'essaye de composer avec tout ça pour essayer de reconstituer mon histoire petit à petit, étape par étape, avec le plus de choses palpables. Parce que les paroles, c'est bien. Parfois, ça disparaît. Mais il y a des choses qui peuvent rester physiques et il n'y en a pas beaucoup. Il y a des lieux... Oui, Nathalie. Oui, non, je suis très sensible à ce que vient de dire Jérémy, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que les paroles, ça ne sert à rien de parler. Si ce n'est pas pour que ça soit suivi d'une action, on peut dire une chose et son contraire. Enfin, les paroles, ça s'envole. Effectivement, parler, c'est pour agir. Et c'est quand on agit dans le bon sens que on peut commencer à imaginer qu'on va guérir, en tout cas soigner les douleurs et les plaies qui se sont installées brutalement dans la vie, dans le cœur, dans le corps des Juifs pendant la Shoah. Et effectivement, c'est par des actions. Et la question, c'est quelles sont les actions réparatrices possibles que les jeunes générations peuvent faire quand elles sont, particulièrement sensibles et même atteintes, pour certains psychologiquement atteints par ce qu'ont vécu ses grands-parents, les arrière-grands-parents, et qui par moments rejaillissent dans l'existence même des jeunes d'aujourd'hui. Ce qu'a fait effectivement Jérémy avec le GF, c'est de l'action. Est-ce que justement parler aussi, c'est de l'action, puisque Émile, vous me disiez en préparant cette émission que vous n'hésitez pas à raconter votre histoire à chaque fois que vous pouvez le faire. Non, c'est vrai que avec des gens extérieurs, c'est quelque chose que je raconte. Et je pense qu'il y a quand même une différence, c'est que moi, je les connais. Enfin, je sais pas tout, mais il y a dans ma famille des connaissances assez précises sur ce qui s'est passé, notamment parce que ma grand-mère est historienne, qu'elle a fouillé les archives pour retrouver ce type d'informations. Et je pense que ça fait une différence, oui, de savoir. Alors, on va maintenant parler effectivement du fait de transmettre aux autres. Samuel Lejoyeux, vous organisez avec l'UEJF des voyages de la mémoire pour sensibiliser des gens qui ne sont pas directement liés à cette histoire du Veldiv et de la Shoah, à l'histoire de la Shoah justement. Quel rôle ont ces voyages et quel accueil ils reçoivent quand vous les proposez ? Alors à l'UEJF, on dit souvent quelque chose qui est que du particularisme, on essaye de créer de l'universalisme. C'est-à-dire que quand on va effectivement dans des voyages de la mémoire avec des non-juifs, alors ça a été le cas la semaine dernière avec les militants d'SOS Racisme et du syndicat de la FAGE, ça a été le cas plusieurs fois pendant l'année avec différents syndicats étudiants de différentes universités. À chaque fois, oui, on parle des juifs. On parle de la question de la disparition des juifs. On visite d'anciennes synagogues transformées pour la plupart en musées, d'anciens cimetières juifs. On essaye de montrer la vie juive avant, la vie juive aujourd'hui, cette disparition. Et en fait,
je crois que ça passe beaucoup parce que ce qu'on voit finalement, c'est alors évidemment de la tristesse, mais souvent, et personnellement je trouve ça assez beau, des transferts qui sont faits avec une histoire personnelle. J'ai par exemple souvenir la semaine dernière de quelqu'un, une militante d'SOS Racisme, qui a fondu en larmes à Auschwitz en parlant, parce que ça lui faisait penser à l'île de Gorée où ses ancêtres étaient réduits en esclavage. Ça, je trouve ça magnifique parce que je crois qu'il y a quand même dans ces tragédies une possibilité de créer du commun, de créer l'idée qu'on partage des valeurs. Ça, je trouve que c'est assez formidable. Ça fait évidemment aussi relativiser les dissensus, les désaccords qui peuvent exister. Il y a un côté de bon, on est là sur l'essentiel. Donc je crois que de toute façon, on a une forme d'obligation à le faire parce que oui, notre génération, on a finalement en main cette question de la transmission parce que il va arriver ce moment où la parole des témoins directs, en tout cas, ça me nuise. Et donc, il faut qu'on trouve des moyens, nous, avec nos histoires personnelles ou pas, d'aller transmettre, sinon on sera la génération de l'oubli. C'est clair, on est soit la génération du militantisme de la transmission, soit la génération de l'oubli. Il n'y a pas de demi-mesure, je crois, entre les deux. Nathalie Zage, comment on porte ce poids quand on en parle aux autres? En gros, ma question, c'est de savoir est-ce que on peut soi-même se construire en parlant de cette histoire à des gens qui ne la connaissent pas? Alors, je vais vous parler franchement. Je pense qu'on peut parler à des gens qui ne la connaissent pas, à condition qu'on en parle de façon intéressante. Il faut que ça soit intéressant, j'ai envie de dire intelligent. Par exemple, c'est Samuel. Vous évoquiez la comparaison avec la déportation en esclavage de l'île de Gorée vers l'Amérique, vers le continent américain, des Noirs donc attrapés et pris en esclavage. Et donc moi, je me dis évidemment que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On est concerné par les questions de l'esclavage. Comment on fait pour parler à des non-juifs de la Shoah et de ce qui s'est passé donc pour les juifs pendant la Shoah? Et je pense que la meilleure façon de le faire, me semble-t-il, c'est peut-être le faire en comprenant, en essayant de comprendre, de mettre à plat, de mettre en évidence quelle était l'intention des nazis, quelle était l'intention des agresseurs. C'était que les juifs disparaissent. Par exemple, alors donner des exemples précis, qu'est-ce que ça a donné concrètement si on pense aux enfants cachés en France? Ça a donné des jeunes, comme le grand-père de Jérémy, qui avaient 7 ans, 5 ans, 4 ans, qui ont dû cesser de grandir au moment où ils acquéraient leur identité propre. C'est un moment où ils ont dû arrêter d'être juifs, parce que c'était dangereux d'être juif. Et donc, ils sont devenus des petits chrétiens protestants, mais souvent catholiques, et même des enfants de chœur à l'église, des petits chrétiens de province. Et puis, quelques années plus tard, ils ont eu très très peur. Ils sentaient que la menace était là et que s'ils ne pouvaient plus être juifs ou affirmer leur identité qui était en train de naître parce que sinon c'était lié à la mort. Et qu'au lendemain de la guerre, qu'est-ce qui se passe? Non seulement les familles ont disparu, mais ils n'ont pas appris à être juifs. Donc c'est 5 ans, 4 ans plus tard. La question qui se pose ensuite pour eux et pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants, c'est au fond comment on est juif à nouveau, sans avoir peur. Comment être juif n'est pas lié à la peur. Comment on a des contenus, parce qu'en fait, ce sont les enfants cachés n'ont pas appris à être juifs. Donc, ils ont loupé les années au cours desquelles ils auraient dû apprendre à lire, à prier, à être juifs normalement, de façon vivante en quelque sorte. Être juif, c'est devenu une question, un problème. Et donc, comment expliquer la Shoah à des personnes qui ne sont pas personnellement concernées par la Shoah, par exemple, c'est autour des questions d'identité. Et là, n'importe quelle autre personne qui a
appartient à un collectif, quel qu'il soit, à une identité, peut comprendre qu'est-ce que c'est que de subir une agression où on veut vous tuer parce qu'on veut vous enlever votre identité. Là, on peut commencer là, on explique, et là, les gens comprennent, non pas qu'on doit leur faire subir les malheurs des Juifs, enfin leur faire comprendre le malheur des Juifs, mais là, ils peuvent comprendre ce que c'est que l'agression à cause de sa propre identité, parce que tout le monde a une identité. Alors nous sommes en ligne avec Yanis Tabiaoui Tiber. Bonjour. Oui, bonjour. Alors bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de Nova Sciences Po et vous avez participé à l'invitation de l'UEJF et de Samuel Lejoyeux à un voyage de la mémoire. Pourquoi avoir accepté cette invitation ? Alors, Nova Sciences Po, c'est une des organisations principales à Sciences Po qui est représentée dans les conseils étudiants, de représentation étudiante. Il nous semblait essentiel de participer à ce voyage de la mémoire parce que nous sommes une organisation qui lutte contre toutes les formes de discrimination à Sciences Po et en dehors, et donc forcément contre l'antisémitisme. Et donc, on trouvait cette démarche extrêmement intéressante. Ça fait 2 ans que notre association y participe, avec une trentaine d'étudiantes et d'étudiants de l'école. Et donc, ça nous semblait important d'aller sur ces lieux, de comprendre ce qui s'est passé, d'en discuter entre nous, de réaliser notre devoir de mémoire. C'était 2 jours quelques jours après le décès d'Élie Buzyn, et donc ça avait encore un caractère encore plus fort de voir qu'aujourd'hui, alors que les personnes qui peuvent parler de ce qui s'est passé sur ces lieux disparaissent aujourd'hui, et donc que nous avons un devoir de continuer à parler de la Shoah, des camps, au sein de nos écoles, de nos universités. Et quel a été votre sentiment en visitant les camps ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus dans une compréhension historique ou une compréhension tout simplement émotionnelle ? Je pense effectivement que c'est un voyage qui revêt 2 caractéristiques. C'était à la fois une démarche historique engagée, aller sur ces lieux, accompagné par un guide qui travaille au mémorial de la Shoah. Ça nous a vraiment permis de comprendre comment fonctionnaient les camps, de comprendre la différence entre les camps de concentration et de mise à mort. Donc une réelle compréhension de la façon dont ça a pu se dérouler sur place. Et ensuite aussi une démarche mémorielle où là effectivement c'était plus dans l'émotionnel, puisqu'on a aussi fait des commémorations. Ça semblait extrêmement important en fait de lier ces 2 moments, à la fois des explications historiques et des moments de recueillement, de commémoration, de lecture de textes, de témoignages. Et forcément, c'est complètement différent de ce qu'on peut ressentir quand on lit des livres d'histoire ou même des témoignages sur le sujet. Quand on est sur place, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. On sent un manque, un vide énorme, surtout je trouve à Treblinka où c'était extrêmement présent. Et donc je pense que c'est un voyage qui marquera très longtemps. Je suis très content d'y être allé, de l'avoir fait, mais surtout dans ces conditions, c'est-à-dire avec un guide, avec un groupe, avec un but précis. On a beaucoup parlé parfois de ce qui s'appelle le tourisme mémoriel. Je pense que c'est absolument pas le lieu pour. Donc, il faut vraiment y aller dans un cadre défini. Et c'est pour ça que ce voyage de la mémoire, je trouve, était très bien organisé. Est-ce que avant ce voyage, vous aviez eu des discussions avec des camarades de classe qui portaient cette histoire ? Ou c'était quelque chose de très lointain ? Non, c'était pas quelque chose de très lointain. D'abord parce que ma mère est enseignante d'histoire, donc c'est des thématiques que j'ai beaucoup abordées depuis très jeune, et aussi parce que j'ai pu rencontrer des rescapés des camps quand j'étais plus jeune et qui venaient témoigner à l'école, au lycée ou même à Sciences Po, et aussi parce que j'ai des amis dont les histoires familiales sont liées à celles de la Shoah, et donc avec lesquels j'ai pu en parler.
Merci Yanis Tabiaoui Thibert d'avoir pris le temps de nous donner votre sentiment donc après ce voyage organisé par l'UEJF, voyage de la mémoire. Merci à vous et bonne journée. Merci. Eh bien, on va terminer avec une chronique avec vous, Lou Cohen, pour transmettre cette histoire du Veldiv et de la Shoah. La jeune génération n'hésite pas à utiliser donc les médias les plus efficaces, notamment les réseaux sociaux devenus outils de transmission de mémoire. Un jeune Français sur 3 n'a jamais entendu parler de la rafle du Veldiv. C'est ce qu'avait constaté l'IFOP lors d'une enquête en 2020 pour le Journal du Dimanche et l'UEJF. Un chiffre inquiétant alors que la Seconde Guerre mondiale est enseignée dans les manuels scolaires en primaire, au collège et au lycée. Mais alors comment parler de la Shoah à la jeune génération ? Certains réseaux sociaux agissent, comme Facebook qui avait créé un partenariat avec des survivants de la Shoah et des influenceurs israéliens. Dans le cadre de Yom HaShoah, ils ont posté en avril des vidéos sur leurs réseaux sociaux de leur rencontre avec des anciens déportés. אני נמצא בפרויקט מהמם של ארגון לתת בשיתוף פייסבוק. אני עכשיו עולה ליוסף שהוא ניצול שואה נזקק. אני הולך לשמוע את הסיפור שלו וככה להבין מה מצב הנזקקים פה בארץ. תשארו איתי. Une campagne qui permet de sensibiliser un très grand nombre de jeunes à l'importance de la mémoire de la Shoah. Ces vidéos avaient cumulé plus de 3 millions de vues. En France, plusieurs influenceurs ont aussi choisi de parler du génocide juif, comme le journaliste Hugo Décrypte, la jeune entrepreneuse Paola Locatelli ou encore le youtubeur Thibaut InShape. Avec plus de 8 millions d'abonnés, ce jeune homme de 30 ans a fait plusieurs vidéos explicatives sur la Shoah, en se rendant à Auschwitz, au Radour-sur-Glane ou encore en interviewant des anciens rescapés. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les nazis ont brûlé et exécuté 643 personnes. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz, là où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la folie d'un seul homme, Adolf Hitler. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Ginette Kolinka, survivante de ce camp d'extermination. Il y avait des femmes habillées, ça ne se voyait pas, et quand on était nus, c'est là qu'on voyait qu'il y avait des squelettes vivants. Et en janvier 2020, un producteur israélien et sa fille avaient retracé en story Instagram la vie d'Eva Heyman, de l'invasion de sa ville par les nazis jusqu'à sa déportation à Auschwitz, d'où elle ne reviendra jamais. On y voit la jeune fille jouée par une actrice diffuser tous ses moments de vie. Hi, my name's Eva. Welcome to my page. Follow me. This is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFF. Now you make a wish. Plus récemment, c'est sur TikTok, application très utilisée par les jeunes, que des rescapés racontent leur histoire dans des courtes vidéos. Et afin de sensibiliser la jeune génération, des films et documentaires ont aussi été réalisés, comme ceux de Frankie Wallach qui met en scène sa grand-mère, Julia Wallach, 97 ans, rescapée d'Auschwitz, avec toujours pour sujet l'importance de la transmission de la mémoire de la Shoah. Merci Lou Cohen. Et pour préparer cette chronique, on a donc vu plusieurs de ces vidéos qui font des millions et des millions de vues sur Internet avec ce ton. C'est un ton YouTube que votre génération, Samuel, connaît très bien, utilise tous les jours. Est-ce que vous trouvez ça indécent ? Indécent, non, je ne pense pas. Je pense que tous les moyens sont bons. J'ai envie de dire, quand on a des bonnes intentions, tous les moyens sont bons pour transmettre. Et je crois, et je suis convaincu, et c'est ce qu'on fait à l'UEJF aussi, que transmettre aux générations les plus jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, si Hugo Décrypte ou je ne sais quel influenceur prend ce sujet-là, je crois que c'est bien. Et d'autant plus que, franchement, il y a eu parmi les exemples cités, il y en a eu des formidables. Ces stories Instagram, j'ai trouvé ça formidable. Et l'UEJF, d'ailleurs, on a fait aussi des vidéos, des stories, en essayant d'appliquer les codes. Moi, je crois qu'il faut... avec l'objectif de la transmission, appliquer les codes d'Instagram, de TikTok, etc. Juste ce que j'ajoute, c'est que la question est l'intention. Faut pas que ce soit non plus quelque chose qui est instrumentalisé pour justifier d'autres actions. Et je pense, parce qu'on parle des réseaux sociaux, bon, alors si Facebook, qui ne veut pas et qui vient seulement il y a quelques mois d'interdire les contenus négationnistes parce qu'ils veulent quand même faire de l'argent sur le buzz, et y compris sur le négationnisme, si derrière ils mettent des vidéos un peu pour se justifier, ça me va pas.
Facebook encore est mieux en ce moment, mais Twitter, par exemple, si demain Twitter fait une grosse campagne contre, de transmission de la mémoire, alors que nous, on est en procès contre eux parce qu'ils laissent passer des contenus négationnistes, là, ça va pas. Nathalie Zage, se réapproprier les codes pour réinterpréter cette histoire, est-ce que c'est quelque chose qui est finalement normal ? J'ai envie de dire oui. Moi, je suis complètement d'accord avec mon voisin qui vient de parler. Je veux dire, aujourd'hui, les jeunes générations lisent beaucoup moins de livres qu'avant. Ne lisent plus les journaux comme on lisait les journaux il y a une génération ou deux générations, écoutent beaucoup moins les radios officielles, on va dire, et donc sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur des communications beaucoup plus rapides, courtes, et donc effectivement, tout dépend de l'intention et puis de la façon de faire. Mais si c'est une bonne intention, si c'est juste, évidemment que c'est normal. C'est tout à fait normal. Votre avis, Jérémy ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'investir tous ces moyens de communication quand c'est bien fait, quand c'est avec de bonnes intentions, évidemment. Parce qu'en fait, il y a énormément de contenu antisémite qui peut polluer sur ces plateformes. Pour moi, le meilleur exemple, c'est TikTok, qui est déjà la plateforme privilégiée des 25-35 ans. Mais pour avoir créé un compte TikTok il y a quelques mois, c'est un algorithme qui va vous proposer du contenu en fonction de vos préférences. Mais quand on arrive et qu'on se crée un profil de zéro, en fait, il va apprendre à vous connaître un petit peu avant. Et moi, je me souviens que parmi les premiers contenus que j'ai eus en slidant vers le bas, en fait, je suis tombé sur des vidéos antisémites qui sont évidemment problématiques. Et je pense que c'est très important d'investir ça. Et même au-delà de ça, même pas forcément que sur la Shoah ou parler de ces choses-là, mais il y a aussi beaucoup de contenu pour recréer de la culture. Par exemple, moi, je suis beaucoup d'influenceurs qui sont spécialisés dans le ladino et qui permettent d'enseigner des mots, des chansons en ladino. Et ça permet de recréer comme ça une langue qui était quasiment oubliée ou qui pourrait disparaître. Il y a une émission en ladino sur RCJ, je le précise, c'est très important. Samuel. Oui, je voulais juste rajouter quand même une petite chose. C'est que il y a quelques années, quand on tapait Auschwitz sur YouTube, les 20 premiers contenus étaient des contenus négationnistes. Aujourd'hui, les premiers contenus, ce sont effectivement Hugo Décrypte, des grands influenceurs qui ont choisi de parler de ça. Moi, franchement, je me dis que quand même, si notre seule question, c'est de savoir est-ce qu'ils en parlent bien avec le bon ton, etc., c'est que quand même, notre action, elle sert à quelque chose et qu'on a quand même, d'une certaine façon, gagné une bataille culturelle là-dessus. Donc, quand c'est positif, je pense qu'il faut le dire aussi.